Bonjour, bienvenue à ce web midi de la LGB sur le secret des affaires. Mon nom est Peter Vermeulen, je suis le directeur juridique du groupe Foyer et aussi membre du conseil d'administration de la LGB. Le titre complet de ce web midi est « Le secret des affaires dans le secteur bancaire et financier à Luxembourg, principes et enjeux » au travers du cas fictif Zauberflöte. Attention, lorsqu'on parle du Zauberflöte, on ne parle pas de l'opéra de Mozart, mais on n'est pas loin. En effet, donc on va vous présenter un spectacle où deux adversaires vont disputer un cas fictif. Et en plus, ces deux adversaires sont deux ténors du barreau de Luxembourg. Qui sont ces deux ténors? Maître Nicolas Thielchen, tu es associé, name partner de Bruscher et Thielchen, avec une spécialisation dans le droit bancaire et financier. Tu es aussi, depuis janvier 2021, de cette année-ci, donc 3 mois, le président jeune et dynamique de notre association, la LGB. Florian Poncin, tu es avocat à la cour ici aussi chez Bruscher et Thielchen et tu te spécialises plutôt dans le droit intellectual property et aussi GDPR, ça c'est aussi un sujet de prédilection. Voilà, on doit aussi remercier le cabinet Bruscher et Thielchen de nous accueillir ici dans ces locaux, tout près du pont Adolphe que j'aperçois d'ici. Voilà, donc avant de commencer, quelques questions pratiques. Donc, le spectacle lui-même va durer à peu près 45 minutes. Ensuite, on aura à peu près 15 minutes de questions et réponses, ce qui veut dire qu'on va terminer vers 13h15 à peu près. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez dans un chat en bas de votre écran la possibilité de déjà envoyer des questions. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la section Q&A pour poser vos questions. Finalement, il y aura des slides qui sont de temps en temps projetés. Et donc, aussi bien les slides que aussi le spectacle qui sera enregistré seront disponibles sur le site web de l'ALGB dans les prochains jours. Voilà, donc on demande le premier slide pour introduire le sujet. Donc, voilà, le cas fictif. Donc, c'est un cas fictif qui me semble assez fréquent. Hein. Donc, vous allez peut-être reconnaître aussi dans votre organisation un cas semblable. Voilà, Monsieur Emmanuel Zauberflöte a travaillé pendant plus de 10 ans comme cadre au sein de la banque prestigieuse Banque de la Place, en tant que chargé de clientèle et responsable de divers segments de clientèle de la banque. Les relations entre la direction de cette institution bancaire et M. Zauberflöte se sont cependant envenimées ces derniers temps, à tel point que ce cadre talentueux a été licencié avec préavis, avec dispense de travail. Entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, la Banque de la Place a découvert que M. Zauberflöte avait récemment imprimé toute une série de documents, branché plusieurs clés USB sur son ordinateur professionnel et, comble de l'horreur, est maintenant sur le point de signer chez un concurrent direct de la Banque de la Place. La scène aujourd'hui s'ouvre sur une séance de négociation secrète entre les avocats respectifs de M. Zauberflöte et de la Banque de la Place. Donc, Nicolas, tu es l'avocat de la Banque de la Place. Exactement. Florian, tu es l'avocat de M. Zauberflöte. On peut peut-être avoir le deuxième slide. Voilà, donc, vous avez sans doute déjà vu qu'il y a plusieurs problématiques juridiques possibles. Mais ici, on va plutôt se concentrer sur une loi assez récente sur les secrets d'affaires.
c'est une loi de juin 2019 et qui est plutôt, je dois dire aussi chez moi, presque passée inaperçue. Donc, le cas fictif va se concentrer sur cette loi sur les secrets des affaires. Ce qu'on ne va pas toucher ou peu, c'est le droit de la non-concurrence. Donc on a le fait ici qu'un employé part d'une banque pour aller vers un concurrent. Donc là, on ne va pas traiter le droit de la concurrence. On a aussi la propriété intellectuelle, des documents et des informations. Et on a aussi l'infraction possible à un secret d'affaires, mais sanctionné pénalement par l'article 309 du Code pénal. Puis on connaît tous, bien sûr, le secret bancaire et professionnel et la protection des données à caractère personnel. Donc là, on ne va pas trop s'attarder, on va se concentrer sur les secrets d'affaires. Donc voilà, maître, let's begin the case. Merci. Bon, écoutez, chers confrères, je suis très content que vous ayez accepté de me rencontrer ici au sein de mon cabinet pour parler de ce dossier, donc entre mon client, la Banque de la Place, et M. Zauberflöt. Parce que c'est un dossier, je pense, un peu compliqué. Bon, M. Zauberflöt a été licencié maintenant il y a 3 ans de la Banque de la Place. Et il avait une très belle carrière au sein de la Banque de la Place, une bonne dizaine d'années. C'était un de nos chargés clientèle les plus prestigieux. Il avait, je pense, un portefeuille de clients extrêmement important. Et il est un fait que les dernières années avaient été plutôt difficiles, raison pour laquelle il a été licencié il y a 3 ans. Bon, nous sommes aujourd'hui devant le tribunal du travail, puisque vous contestez, M. Zauberflöt a contesté le bien fondé de ce licenciement. Et il est un fait que les échanges que nous avons déjà eus dans le cadre de cette procédure, nous n'avons jamais, je dirais, avancé tous nos arguments. Puisque, et je dois vous le dire, et c'est pour ça que je voulais vous voir aujourd'hui pour cet entretien confidentiel, en fait, nous avons découvert, il y a de cela 2 années, c'est amusant parce que c'était justement le 26 mars 2019 qu'un rapport d'experts, de consultants externes nous avait été rendu, dans lequel on nous expliquait en fait qu'on avait découvert que M. Zauberflöt, en partant dans des conditions assez houleuses, je ne vais pas revenir là-dessus, était parti avec certains documents de notre banque. Je ne sais pas si vous l'apprenez, mais nous avons été très choqués de cela, puisque nous avons découvert qu'en fait, il était parti avec 3 types de documents qui nous semblent importants. Tout d'abord, toute une série de tableaux Excel qu'il a visiblement transférés sur une clé USB. Tableau Excel très important puisqu'il constituait en fait une modélisation des clients, des portefeuilles de nos clients dans le cadre du produit de gestion discrétionnaire qui a fait le succès de notre banque. Vous savez, ce produit Turbo Rendement Secure, qui est un des grands succès de notre banque. Et nous avons vu qu'il est parti avec tous ces tableaux Excel qui contiennent en fait tous nos secrets de fabrication sur ce produit. Ça nous a très embêtés. Nous avons vu qu'il est également parti avec une base de données entière de ses clients en portefeuille, avec les contacts, les adresses privées, professionnelles, les emails. Et enfin, nous avons constaté qu'il n'est pas parti uniquement sans rien dans son sac, puisqu'il y a eu de nombreuses impressions avant son départ, et nous avons la preuve qu'en fait, il a, quasiment imprimé toute la base de données de modèles, de contrats classiques, mais également tous nos contrats de crédit, et puis d'autres contrats plus particuliers, en quittant notre banque. Bon, nous avons été très choqués de cela, mais jusqu'ici, nous pensions toujours pouvoir arriver à un arrangement dans le cadre du contentieux de droit de travail, et nous n'avons pas voulu invoquer cela. Je constate aujourd'hui quand même qu'on arrive à une certaine fin dans nos discussions, et il me semblait important de vous rencontrer pour pouvoir en parler un peu de ce problème, et aussi pour pouvoir vous dire que la banque entend faire valoir tous ses droits là-dessus, et nous allons poser de gros problèmes à M. Zauberflöt, sauf si nous pouvons arriver éventuellement à un arrangement en sortant de cette salle. Arrangement, j'ai ici un projet de convention transactionnelle dans lequel nous serions prêts à renoncer à tous nos droits sur ce que nous avons découvert, ce transfert ce vol de documents couvert par notre secret d'affaires, et aussi régler la question du licenciement. Et nous pourrions tout oublier en échange du paiement de la part de votre client d'une indemnité transactionnelle de 500 000 €, puisque vous savez que nous avons subi un très grand préjudice, puisque nous savons bien que M. Zauberflöt a transmis et utilisé toutes les informations qu'il nous a volées auprès de son nouvel employeur, qui est un de nos concurrents directs.
Donc voilà, je suis ici, j'ai ici un contrat que je pourrais vous soumettre. Je ne sais pas quelle est votre première réaction. Écoutez, cher confrère, ma première réaction, sans parler d'être outré, je suis un petit peu surpris parce que je suis désolé que vous ayez passé autant de temps sur ce projet transactionnel. Je ne comprends pas très bien ce que vous comptez reprocher à mon client. Si vous connaissez le dossier, vous savez qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence dans le contrat de travail. Il n'y avait pas spécialement non plus de clause relative, par exemple, au droit d'auteur. Alors peut-être qu'on peut imaginer que ces fameux dossiers de clientèle contiennent des données à caractère personnel. Je peux l'entendre. Après, vous savez aussi qu'en tant qu'institution bancaire, si une telle affaire devait être mise devant le public, vous auriez une responsabilité également. Donc, je ne vois pas très bien sur quelle base vous comptez inquiéter mon client à ce stade. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous l'ignorez peut-être, hein, je ne sais pas si vous êtes un spécialiste en la matière, mais le 26 juin 2019, une loi qui protège les savoir-faire et les informations commerciales non divulguées, les secrets d'affaires, a été adoptée. Et je pense que par rapport à cette loi, les agissements de votre client posent de très grands problèmes, ou en tout cas vont lui poser de très grands problèmes. Je ne suis évidemment pas d'accord avec vous et j'ai tout à fait connaissance de cette loi du 26 juin 2019. Maintenant que vous évoquez le sujet, excusez-moi de vous le dire, mais il y a des conditions à cette loi. Elle ne s'applique pas systématiquement et dans tous les cas d'espèce. Et en particulier, 3 conditions, et je me permets d'insister dessus de façon assez intense, 3 conditions cumulatives pour qu'un secret d'affaires soit protégé. Le fait que, bien sûr, on parle d'une donnée qui est secrète, confidentielle. La deuxième, que le fait de ce secret donne une valeur commerciale à l'information. Et la troisième, sans doute la plus importante et qui ne me paraît pas non plus remplie en l'espèce, que vous ayez mis en œuvre des dispositions qu'on dit raisonnables pour protéger ce secret. Donc vous pouvez mettre en avant cette loi de 2019 si vous le souhaitez, mais je ne vois pas très bien... Non, mais écoutez, je pense en l'espèce, et on va pouvoir en parler maintenant, que les conditions d'application pour considérer que ce sont bien des informations et des documents couverts par le secret d'affaires qui ont été dérobés par votre client sont bien remplies. Mais parlons peut-être du premier, sur l'information secrète. Je ne sais pas, vous trouvez que ce avec quoi il est parti, ce ne sont pas des informations secrètes ? Non, excusez-moi de vous contredire sur ce point-là, mais on parle ici de quoi? Vous avez parlé de base de données de clientèle, c'est ça? Exactement, vous aviez quoi? Des projets d'investissement? Bon, moi, il y a quand même un problème à ce niveau-là, d'un point de vue... la jurisprudence, vous le savez, luxembourgeoise n'a pas encore eu l'occasion de se présenter beaucoup sur le sujet, puisque la loi est assez récente. Mais quand on voit des jurisprudences analogues, il y a par exemple un arrêt du tribunal d'arrondissement du 27 avril 2000 qui explique que voilà, il faut un cercle restreint de personnes pour qu'on parle d'une information secrète. En l'occurrence, dans notre cas d'espèce, vous êtes une banque de 150 employés à peu près, si mes informations sont correctes. Si j'ai bien compris le cas d'espèce, les informations auxquelles vous faites allusion, il y avait environ 30 personnes qui étaient au courant et qui avaient un accès presque infini sur ces informations-là. Donc, informations secrètes, permettez-moi d'en rire. Mais écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec votre interprétation. Bon, vous évoquez la question des tableaux Excel concernant les modélisations de portefeuille. Mais je pense justement qu'on est bien dans le cas d'une information secrète, puisque, comme vous l'avez soulevé dans la jurisprudence luxembourgeoise existante, qui ne concerne pas la loi, qui est une jurisprudence principalement d'ailleurs en matière de concurrence déloyale, mais qui, je pense, sera sans doute suivie dans l'application de la loi sur le secret d'affaires. En fait, on parle des informations difficilement accessibles à un tiers. Mais vous le savez, ces modélisations, et votre client le sait bien, elles avaient peut-être être accessibles à 30 personnes dans la banque, mais c'était principalement les ingénieurs financiers. Et M. Zauberflöt y avait accès du fait de sa grande carrière dans la gestion et du fait des prestigieux clients qu'il pouvait traiter au sein de notre banque. Mais en fait, 30 personnes sur l'établissement de 150, c'est assez peu. Surtout, c'était quand même limité à des personnes qui avaient une certaine compétence au sein de la banque. Ça n'est certainement pas sorti en dehors de la banque, puisque c'est pour nous une information commerciale stratégique. Mais il est clair qu'elle était secrète. Je ne suis évidemment pas d'accord avec vous. Si on devait en arriver là, je suppose que le magistrat tranchait cette décision. Mais pour moi, 30 personnes sur 150, on ne parle pas d'un secret. Déjà, quand plus de 2 personnes, comme le dit l'adage, connaissent une information, on n'est déjà plus dans le cas d'un secret. Donc ici, en l'occurrence, je ne peux pas partager votre point de vue sur cette première condition. Bon, écoutez, on ne tombera peut-être pas là-dessus, d'accord, et il faudra peut-être appeler les juridictions à trancher, mais je pense que sur la deuxième condition, vous ne pouvez pas me contredire. Nous sommes bien en présence, avec les documents avec lesquels votre client est parti, d'une information ayant une valeur commerciale en raison de son caractère secret.
Quelle est la valeur commerciale? Je vais prendre un exemple. La base de données clientèle avec laquelle il est parti. Vous vous doutez bien que pour nous, c'est quelque chose d'absolument clé. En gestion discrétionnaire, en gestion de patrimoine, les clients, bien, c'est notre première valeur. Ce sont eux, du fait des liens que nous entretenons avec eux, qui sont la base de notre activité. Écoutez, moi, je trouve que c'est un petit peu discutable. Vous venez avec un exemple ici, la base de données de clientèle. Est-ce que ça a une valeur commerciale en tant que telle? Pour citer de la jurisprudence, est-ce qu'elle reflète une stratégie commerciale de votre entreprise? Très difficile à dire. Vous seriez venu avec des exemples un peu plus concrets comme des modèles de contrats, des recettes industrielles, ce genre de choses. J'aurais peut-être plus difficile de vous contredire, mais ici, je pense que l'exemple n'est pas très probant. Là, j'ai quand même beaucoup de mal à vous suivre, puisque des clients, écoutez, pour notre activité de banque, c'est quand même la base. Mais bon, écoutez, je prends note que vous ne partagez pas notre avis là-dessus, mais ça me semble assez discutable. Bon, ceci dit, il y a encore une troisième condition, je pense. Tout à fait. Et pour moi, c'est la condition la plus critique dans votre cas, puisque il s'agit en fait d'une obligation pour les entreprises qui voudraient protéger leurs secrets, donc éventuellement votre société, puisque c'est ce que vous prétendez, de mettre en place des dispositions raisonnables pour protéger le secret. En l'occurrence, je vous l'avais dit, 30 personnes sur 150 avaient accès à ces documents, et d'après ma compréhension du dossier et de vos activités, on pourrait qualifier votre entreprise de moulin. Tout le monde entrait et sortait comme il voulait avec n'importe quelle information. Là, je pense que vous réécrivez l'histoire, si vous me le permettez. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, nous savons tous que M. Zauberflöt a imprimé l'intégralité des modèles de contrats que nous utilisons. Il est parti avec. Bon, ces modèles de contrats étaient pourtant classés sur notre serveur dans un dossier, dans un folder sur lequel il était clairement indiqué dans le titre du folder « confidentiel ». Il s'agit, me semble-t-il, d'une protection largement suffisante, puisque vous me parlez de protection raisonnable. Moi, je vais vous parler, quand on parle de raison, de proportion et de proportionnalité, puisque c'est ce que la doctrine en la matière parle le plus, notamment en Belgique, la proportionnalité. On ne peut appliquer qu'un certain nombre de mesures de sécurité proportionnelles en fonction de l'information qu'on entend protéger. Ici, j'étais face à des modèles qui ont une très grande valeur pour nous, mais vous comprendrez bien que les modèles, si j'empêche l'accès aux modèles à absolument toute la banque, ils n'ont aucune valeur, parce que l'objectif est qu'ils soient utilisés, et utilisés par les chargés de clientèle, par notre service juridique, par tous les gens qui s'occupent de la conclusion des contrats. Donc la proportion ici, elle me semble parfaitement respectée. Alors, je peux comprendre si on a une entreprise comme Coca-Cola, la recette du Coca-Cola, qu'elle se trouve au 8e sous-sol à Atlanta, sous le siège social de Coca-Cola, dans un coffre-fort, c'est tout à fait proportionnel, puisque la valeur de l'entreprise, elle est dans cette recette tout à fait secrète. Ici, des modèles de contrats sur lesquels nous indiquons qu'ils sont confidentiels, sur lesquels nous nous prononçons sur leur nature, je pense que c'est tout à fait suffisant et proportionnel. Vous donnez ici un exemple américain, permettez-moi de répondre avec un autre exemple jurisprudentiel de ce pays. On n'est pas, dans votre cas d'espèce, dans une affaire dont vous avez peut-être eu connaissance qui s'appelle l'affaire Dupont contre Christopher. C'est une affaire de la Cour d'appel européenne du 5e circuit, où là le juge avait reconnu de façon assez évidente, effectivement, qu'on ne pouvait pas demander à une entreprise de créer un toit artificiel pour empêcher un concurrent de prendre des photos satellitaires de ses installations. Bon, oui, d'accord, là l'exemple est clair, l'exemple est concret. Dans votre cas d'espèce, ce que vous venez de m'expliquer, c'est que vous avez des dossiers informatiques, des serveurs, sur lesquels vous mettez une étiquette confidentielle et vous considérez que ça, en tant que tel, c'est suffisant comme une disposition raisonnable pour protéger un secret d'affaires. J'ai envie de rire. Confrère, excusez-moi, mais ce n'est pas une disposition raisonnable au sens de la loi. Nous devrons apprécier. La question, c'est vraiment quelque chose qui relève du pouvoir d'appréciation du juge, oui. Cette question de la proportion, mais je pense que le bon sens de nos juridictions luxembourgeoises penchera quand même dans des mesures qui n'empêchent pas les banques de faire des affaires. Bon, ceci dit, je pense quand même que vous devrez admettre que sur certains des documents, les 3 conditions sont tout à fait remplies et que vous ne pourrez, si ce n'est en tout cas pas venir dire qu'elles ne sont pas remplies ou m'opposer une quelconque exception. J'ai envie de vous décevoir et j'en suis désolé, mais il y en a au moins une qui me vient en tête. C'est une jurisprudence que vous connaissez bien, puisqu'elle a défrayé la chronique, connue sous le nom de LuxLeaks. Simplement le cas des lanceurs d'alerte. Or, il se trouve qu'en l'occurrence, mon client est une personne qui, permettez-moi l'expression, défend la veuve et l'orphelin,
Et si vous deviez continuer vos menaces envers ce pauvre employé, je pense qu'il n'y aurait pas d'autre choix que d'aller devant la presse et de lancer l'alerte. Je fais notamment référence au fait que, et vous ne l'ignorez certainement pas, il y a des clients de votre banque qui ont des activités suspectes au niveau du blanchiment d'argent et de la fraude fiscale, des clients de Sildavi, je pense. Dans ce contexte-là, vous comprendrez que mon client sera peut-être obligé de révéler ces informations si jamais quelques pressions étaient mises sur ses épaules. Bon, compte tenu du nom de votre client, je trouve assez ironique qu'il se prévale de la qualité de whistleblower. Je ne pense pas que nous sommes en présence d'un chevalier blanc, et je suis d'ailleurs étonné, comme vous le savez, qu'en matière de whistleblowing, il y a toute une série de procédures internes qui permettent, si votre client s'était senti à l'époque embrigadé dans un processus criminel, de le dénoncer, ou même le dénoncer à la CSF, comme certaines circulaires le prévoient, lorsqu'il y a des violations réglementaires. Donc je vous avoue que je ne comprends pas trop la façon dont votre client entend utiliser cela, et d'autant plus que je ne comprends pas non plus comment votre client pourrait aller dans la presse révéler ce type d'affaires, et notamment violer le secret bancaire par rapport au nom des clients. Parce que c'est ça, visiblement, le moyen de chantage qu'il entend utiliser comme argument. Chantage, écoutez, confrère, on n'est pas obligé d'aller sur ce terrain-là un petit peu graveleux. Je pense que vous êtes assez juste sur ce point-là. Ce n'est pas dans l'intérêt de votre client ni du mien de commencer des discussions sur les lanceurs d'alerte. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, puisque de toute façon, vous l'avez rappelé au début de notre conversation, il y a déjà un procès qui a lieu devant le tribunal du travail. Et dans ce cadre-là, il s'agit d'une exception qui est également prévue par la loi. Les intérêts privés, et en particulier les droits de la défense, sont une exception au secret d'affaires. Donc, comme si vous le prétendez, il y a des secrets d'affaires en l'occurrence, mon client pourra tout à fait mettre en avant ces fameux documents secrets pour se protéger, ce qui, je pense, n'est pas du tout à votre avantage. Je suis assez étonné que vous veniez avec cette exception du secret bancaire, des droits de la défense dans le cadre du litige qui est actuellement pendant devant les tribunaux. Alors, il est un fait que j'ai tout à fait connaissance de cette exception qui est prévue dans la loi. Néanmoins, et même si ce n'est pas expressément mentionné comme tel dans le texte de loi, je pense que si on se penche un peu plus sur le texte de loi et surtout sur la jurisprudence luxembourgeoise existante, on peut assez facilement retomber sur une décision qui existe et qui a été rendue dans un autre contexte, à savoir celui du secret bancaire. Et cette décision prévoyait, dans un cas qui était bien connu ici en la matière, que ces informations ne pourront être utilisées que si elles sont strictement nécessaires pour assurer la défense de la personne pour laquelle elles sont invoquées, et si la révélation de ces documents elle n'est strictement nécessaire dans cette procédure de droit du travail. Ici, en l'espèce, je ne vois pas comment et pourquoi les documents dont nous parlons, à savoir une base de données client, à savoir la composition d'un portefeuille, à savoir des modèles de contrat, permettront à votre client de se défendre dans le cadre d'une procédure en matière de droit du travail. C'est tout à fait hors de propos et je pense que cette condition ne sera pas remplie. Alors, vous allez m'objecter que cette jurisprudence n'est pas expressément prévue dans le cadre de la loi. Néanmoins, c'est une jurisprudence bien établie dans un cadre assez similaire, à savoir celui du secret bancaire. Et je ne vois pas pourquoi, à l'avenir, elle ne serait pas appliquée, ou en tout cas l'esprit de cette jurisprudence ne serait pas appliqué dans le cadre de la loi sur le secret d'affaires. Donc, c'est très contestable. Je ne partage pas votre opinion, mais ça ne vous surprendra pas. De toute façon, je ne vois pas très bien ce que vous allez pouvoir faire en l'occurrence. C'est à vos risques et périls. Oui, bon, écoutez, ça sera à risque et péril, mais je pense quand même que les conditions à l'espèce sont parfaitement remplies pour que nous puissions avoir du succès. Et soyez-en certains, nous allons, de quelque manière que ce soit, faire jouer tous les moyens de droit qui sont prévus par la loi pour pouvoir faire valoir nos droits si nous n'arrivons pas à un arrangement aujourd'hui. Vous le savez très bien, les articles 7 et suivants de la loi prévoient d'ailleurs toute une série d'actions et de moyens procéduraux qui constituent sans doute d'ailleurs la véritable innovation de ce texte législatif, puisque les conditions se retrouvaient déjà plus ou moins auparavant dans des décisions jurisprudentielles dans des autres cadres. Mais là, le cadre par contre des actions est lui tout à fait nouveau et permet aux employeurs comme nous par exemple, de véritablement obtenir une protection effective de nos secrets d'affaires.
bon, il est évident, et vous le savez très bien, que dès que nous le pourrons, eh bien, nous attendrons une action en référé. Les actions en référé, elles sont prévues par l'article 7, et qui prévoit que le président du tribunal d'arrondissement peut être saisi afin d'obtenir une ordonnance de référé. Et les mesures que nous pourrons demander devant le juge des référés, elles sont assez larges, elles sont au nombre de 3, hein, vous les connaissez, c'est la cessation et l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires à titre provisoire pendant le temps de la procédure de référé et peut-être d'une procédure au fond dont je vous reparlerai après. L'interdiction de mettre sur le marché et d'utiliser les biens en infraction, ce qui va sans doute poser un problème à votre client qui n'a pas manqué, et nous le savons, d'utiliser ces informations et ces différents points eh bien, lors de l'exécution de son contrat de travail avec son nouvel employeur. Et enfin, et je peux vous dire que ce sera surtout ça le point sur lequel nous allons appuyer, ce sera la saisie ou la remise des biens et des informations, des documents que vous avez subtilisés à votre employeur. Alors, certes, je suis parfaitement conscient que le paragraphe 2 de l'article 7 prévoit toute une série de conditions qui se recoupent d'ailleurs en partie avec les conditions pour qu'une information soit considérée comme étant couverte par le secret d'affaires, à savoir la valeur du secret d'affaires, les mesures qui ont été prises pour protéger le secret d'affaires, aussi le comportement de votre client lors de l'obtention des affaires, comportement qui, je pense, vu la façon assez dissimulée et cachée dont il a subtilisé ces informations, ne sera pas un point qui jouera en votre faveur. C'est votre point de vue. L'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires, ici, je pense que vous serez en difficulté. Les intérêts légitimes des parties et les intérêts légitimes des tiers, notamment les clients de la banque. Donc je pense que toutes ces conditions prévues par la loi vont quand même vous poser, si vous le permettez, un petit problème. Et nous agirons donc tout à fait sur l'article 934. Je me permets enfin de dire sur ce dernier point, sur les mesures, que s'il le faut, et si le magistrat n'était pas convaincu qu'une de ces mesures devait être faite, nous ne manquerons pas, conformément à l'article 8 de la loi, de demander une caution ou une garantie qui considérerait sans doute avec une somme très importante, un montant qui sera dissuasif. Donc je pense que vous aurez quand même, si vous le permettez, un peu de mal à ce sujet-là à pouvoir prévaloir. Mais moi, écoutez, vous êtes gentil, si vous me permettez cette expression, avec vos menaces de référé. J'aimerais quand même soulever le fait, et vous l'avez rappelé au début de notre conversation, que ça fait plus de 2 ans que ces fameux vols, comme vous les appelez, ont eu lieu. Je pense que la condition d'urgence pour le référé n'existe plus aujourd'hui. Donc vous allez avoir un problème devant le juge des référés. Alors, sur l'urgence, permettez-moi de vous dire que si je lis le texte de loi, l'article 7, contrairement aux articles 932 et 933 du Code de procédure civile, il n'y est nullement question d'une quelconque question d'urgence. Dans les éléments qui doivent être pris en compte, notamment sous l'article 2, le législateur n'a, et je pense que c'est tout à fait volontaire, pas indiqué la condition d'urgence. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat doctrinal avec vous, confrère, ce serait un petit peu stupide, et je suis prêt à accepter effectivement que explicitement la loi ne porte pas cette condition d'urgence. Après, pour citer Thierry Hocheuil dans un article qui a fait des preuves, la condition d'urgence est effectivement pas toujours nécessaire pour les actions référées, mais quand elle se prête à la matière, ce qui est ici pour moi le cas dans votre sujet, puisque vous prétendez qu'il y a des secrets qui sont tellement dangereux, tellement importants pour votre activité, s'ils étaient révélés au public, comment voulez-vous venir devant le juge en prétendant qu'il n'y a pas de condition d'urgence et que donc, en réalité, ces secrets n'ont pas d'impact particulier? Voilà, l'application générale de ce critère que vous faites me semble discutable, mais bon, les tribunaux auront également à se prononcer sur la question, vous vous en doutez bien. Nous en discuterons. Bon, ceci dit, il n'y aura pas que le référé, je peux vous rassurer. Nous ne manquerons pas d'agir également au fond. Et d'ailleurs, au fond, mais vous le savez bien, pour l'action au fond, nous sommes obligés de le faire. L'article 9 de la loi prévoit qu'en effet, une fois avoir agi le référé, nous devons, dans un délai raisonnable, agir au fond. Donc, je ne prendrai pas de risque sur les délais. Nous sommes toujours extrêmement prudents sur la question de l'écoulement des délais, comme vous l'avez constaté. Bien sûr. Et dans la foulée, nous introduirons une action au fond. Et dans l'action au fond, bien sûr, nous demanderons les mêmes mesures que dans l'action référée, puisque c'est celles qui sont énumérées à l'article 10, au paragraphe 1 de la loi. Mais nous ne manquerons pas également de demander une mesure supplémentaire qui est celle de la destruction des données en question. Parce que la remise, nous ne faisons pas beaucoup
d'illusion sur le fait que vous ne manquerez pas de garder une copie. Donc nous vous demanderons de détruire ces données et nous opérerons un tracking très précis en la question. Et toute une série également de mesures correctives qui sont prévues par la loi, eh bien, nous demanderons leur application également. C'est prévu par ce paragraphe 2 que vous n'ignorez pas. Couplé à cela, et si vous n'êtes pas entièrement encore convaincu, nous ne manquerons pas de vous demander une condamnation de dommages et intérêts, puisque nous avons quand même subi un dommage assez important. Et l'article 12 est assez clair là-dessus, puisqu'il nous dit que nous avons droit à réparation de tout préjudice du fait des types d'agissements dont votre mandant s'est fait l'auteur. Nous ne manquerons pas également, et je pense que ça c'est peut-être la cerise sur le gâteau, de faire usage de la possibilité qui est prévue par l'article 13, à savoir de demander la publication du jugement, ce qui permettra, je pense, à l'employeur de votre mandant d'être parfaitement informé de la façon dont il considère le secret inhérent aux affaires. Donc, je pense que sur ce point-là, ces mesures devraient vous inciter à rester très raisonnable dans votre attitude. Écoutez, j'ai tendance à dire que je ne négocie pas avec des terroristes. En l'occurrence, vos menaces ne m'impressionnent guère et pas non plus mon client, je pense. Et votre stratégie, en fait, me semble, excusez-moi de le dire, parfaitement idiote et insensée, puisque ce que vous m'expliquez, c'est que vous avez des données qui sont confidentielles et que, surtout, il ne faut pas que vos concurrents en aient connaissance. Et maintenant, vous êtes en train de me dire que vous allez faire un procès en référé et un procès au fond, où, bien entendu, ces documents vont atterrir devant des juridictions publiques, devant un public, des pièces, du personnel judiciaire. Donc, vous voulez nous faire un procès pour des informations que vous voulez garder secrètes devant des institutions publiques. Je suis désolé, mais ça n'a guère de sens. Bon, le droit luxembourgeois prévoit depuis longtemps des mesures qui permettent de corriger cela. Vous le savez, le Code de procédure civile permet, sur une simple demande, qu'un magistrat rende une audience, qu'elle se déroule à huis clos, puisque nous aurions ici une audience de plaidoirie en matière commerciale, donc nous pourrions demander le huis clos. Vous savez aussi que les magistrats et le personnel judiciaire est tenu à un certain secret. Les audiences sont publiques, mais ça ne veut pas dire non plus que tout ce qui se trouve en termes de documents est public. C'est la même chose pour les avocats. Mais je pense ici que la loi a particulièrement bien fait parce qu'elle a prévu, elle a clarifié les mesures qui peuvent être demandées pour toucher principalement et particulièrement à cette matière du secret d'affaires. Comment ? Eh bien, tout simplement, vous le savez, nous ne manquerons pas de demander par voie de requête, conformément à l'article 14.1 de cette loi, à ce que le magistrat ordonne que l'accès aux documents soit restreint à un certain nombre de parties, que ce soit même au niveau des clients, des avocats, du personnel judiciaire, des greffiers, des juges. Le magistrat le peut tout à fait l'ordonner par voie d'une ordonnance prise sur requête. Ce sera la première chose que nous demanderons et nous ne manquerons pas de le faire, comptez bien là-dessus. Deuxièmement, nous ne manquerons pas bien sûr de faire usage de la possibilité de rendre les audiences, comme cela est rappelé par l'article 14.1, de rendre les audiences totalement confidentielles, de restreindre l'accès vraiment au nombre le plus restreint de personnes pour éviter que nos secrets d'affaires, que le nom de nos clients ou la façon dont nous gérons nos portefeuilles soient révélés au grand public. Mais surtout, vous avez bien compris que la question de la publicité pour nous semble importante. C'est une question de principe, je dirais même presque de morale. La question de la publicité de la décision, nous ne sommes pas stupides, nous n'allons pas demander de publier la décision intégralement avec le révéler dedans le contenu de certaines de nos pièces qui sont justement très importantes. Imaginons que le magistrat veuille citer le nom de certains clients, le contenu de la liste ou le contenu de certains de nos modèles dans le jugement. Non, non. Par voie de requête, et comme le permet la loi, nous demanderons bien entendu que les secrets d'affaires qui seraient contenus ou révélés dans le jugement eh bien, soient supprimés. Donc voilà encore une mesure qui nous permettra de nous défendre. Et je pense que puisqu'il y aura cette publicité, vous seriez bien avisé, et votre client serait bien avisé d'adopter une position et une attitude extrêmement humble dans l'affaire et de reconsidérer la proposition d'arrangement que nous entendons vous faire, parce que c'est une bonne affaire, vous l'avez vu, par rapport aux trois conditions d'application de la loi qui sont données en l'espèce, par rapport aux deux exceptions, le whistleblowing et le droit de la défense.
par rapport aux actions que nous pourrons prendre, les actions classiques, mais également les actions spécifiquement prévues par la loi, votre client est, me semble-t-il, dans une situation intenable. Et je pense que l'arrangement que nous lui proposons est on ne peut plus raisonnable. Donc je vous repose la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de considérer cet arrangement et de l'accepter? J'aimerais vous répondre par une autre question, si vous me le permettez. Je n'ai malheureusement pas de montre avec moi. Quelle heure est-il exactement? Oh bah écoutez, il est maintenant midi 52 pour moi. Très bien, donc je prends note de cette information. C'est dommage que vous ayez cité et lu à plusieurs reprises les articles de la loi et que malheureusement vous ne semblez pas avoir lu l'intégralité de cette loi. Si vous l'aviez fait, vous auriez peut-être remarqué qu'il y a exactement 2 ans, jour pour jour, un délai de prescription a commencé à courir et en la matière. Et quand a-t-il commencé à courir ce délai de 2 ans? À partir de la connaissance des faits soi-disant d'utilisation illicite du secret d'affaires. Et j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes sans doute un avocat brillant, mais que rédiger une assignation en justice en moins de 4 heures me risque d'être compliqué pour aujourd'hui. Bon, écoutez, alors je pense que je vais mettre fin maintenant à notre rencontre pour aller préparer, mais nous nous retrouverons pour en parler devant les tribunaux. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas comment vous vous sentez en tant que spectateur. Si vous étiez juge, comment est-ce que vous résoudriez ce cas? Et peut-être, ça serait peut-être plus intéressant quand même de trouver un arrangement à l'amiable. Voilà, on va maintenant regarder les questions que vous avez pu poser. Donc, vous avez encore la possibilité de poser des questions. En tout cas, je voulais déjà commencer avec une question. Donc, je crois que vous avez déjà parlé de LuxLeaks. Hein. Donc là aussi, c'était un employé, un auditeur, Antoine Deltour, qui avait pris tout un nombre de documents. Bon, là, il s'agissait de rulings, pas des listes clients, etc. Donc là, il s'est quand même prévalu aussi en tant que lanceur d'alerte avec un certain succès. Donc ici, ce que je voulais un peu vous demander, maintenant on a cette loi sur le secret d'affaires qui devrait dans un certain sens quand même permettre aux banques, aux employeurs de se défendre contre des employés qui partent avec des données confidentielles. Donc est-ce que ça constitue maintenant vraiment une protection, une meilleure protection qu'avant cette loi? Et est-ce que vous voyez peut-être d'autres liens avec ce cas de LuxLeaks? Je pense, j'espère qu'on m'entend, je pense qu'effectivement, ça va avoir un impact très important. Il est un fait que en fait, la directive est en projet depuis les années 2013. Elle a seulement été publiée en 2016 et transposée en droit luxembourgeois en 2019. Donc il y a eu un certain temps de latence par rapport aux affaires LuxLeaks. Aujourd'hui, elle aurait son rôle à jouer. Ne serait-ce que parce qu'elle permet, comme Maître Tiljeune l'a soulevé, de plusieurs mesures très importantes de protection et de confidentialité, donc ça tomberait peut-être moins dans le domaine public, ce type d'information. Par contre, je pense que les institutions bancaires doivent garder à l'esprit que les conditions sont relativement strictes, surtout par le fait qu'elles sont cumulatives. Donc, il ne suffit pas de venir avec cet argument du secret d'affaires une fois que les informations ont été révélées par un whistleblower. Il faut au préalable s'assurer qu'il y a effectivement eu une protection avec tout ce que ça implique, y compris les mesures raisonnables, ce qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Et je pense que sur la question des mesures raisonnables, c'est principalement là que le débat va se faire. Oui. Et je pense que c'est là aujourd'hui, par rapport aux employeurs, par rapport à toute société, qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la question de la façon dont les données sont protégées au sein du client. Bon, depuis 2017, avec le RGPD et l'entrée en vigueur du RGPD, il y a déjà eu une grande réflexion sur ce sujet, mais je dirais que c'était une réflexion un peu défensive. C'est-à-dire c'était l'idée d'être sûr, d'être compliant avec le RGPD et d'éviter une sanction. Ici, sur le secret d'affaires, je pense qu'on est sur une réflexion plus large, mais qui est de voir quelles sont véritablement les informations qui ont une véritable valeur pour nous au sein d'une entreprise, et ici on parle au sein d'une banque, et surtout de les protéger de manière adéquate. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place, parce que au sein de la banque, avec le secret bancaire, on avait véritablement aussi une vraie culture du secret, je ne dirais pas, mais en tout cas de la confidentialité et de la valeur de l'information. Mais je pense que ça s'applique aussi à pas mal d'autres choses qui vont au-delà du simple nom du client. Ça s'applique aux procédés. Et
dans les domaines financiers aujourd'hui, avec la technicité de l'ingénierie financière, il y a une réflexion peut-être à avoir là-dessus. Quels sont les procédés, quelles sont les façons de faire, les processus, les procédures qu'on veut protéger. Et comment les protéger, comme le disait Florian, pendant le cas pratique, on a cité certaines façons de faire, on a cité certaines mesures de protection qui sont sans doute totalement inadéquates, mais bon, on a grossi le trait largement, mais il y a une vraie réflexion pour pouvoir prouver a posteriori, si quelqu'un part avec ses secrets, ses formules, eh bien, pour pouvoir le prouver et pour pouvoir faire valoir cette protection. J'ai parlé aussi, parce qu'on est entre juristes, des modèles de contrat. Alors, vous allez me dire, les modèles de contrat circulent, mais c'est aussi une information qui, dans certains cas, peut avoir une véritable valeur, parce que quand on rédige beaucoup de contrats, on se rend compte que la façon dont certaines clauses sont rédigées, ou même l'idée d'insérer certaines clauses dans certains contrats, on est largement au-delà d'un modèle standardisé sur toute la place. Donc, il y a une vraie réflexion, je pense, à avoir là-dessus, au niveau des entreprises et des banques et des services juridiques. Merci, j'y vois déjà quelques conseils que vous donnez aux banques et aux employeurs suite à cette loi, donc c'est-à-dire, si j'ai bien compris, identifier un peu quelles informations sont vraiment des secrets d'affaires, Tout à fait. et après les avoir identifiées, il faut les protéger et bien les protéger. Effectivement, certaines banques et beaucoup d'employeurs sont déjà passés par mettre en place toutes les mesures de protection GDPR. Bon, là, il s'agit des données personnelles, et donc on peut y avoir des données non personnelles qui constituent quand même effectivement des secrets d'affaires qui ont une certaine valeur commerciale, comme les contrats. Là, on n'ira sans doute pas de données personnelles. Voilà, donc est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce qu'il y a encore d'autres conseils qu'il faut donner peut-être rebondir sur un point qui est mentionné dans les slides, et je pense que les participants auront l'occasion de le lire à tête reposée. C'est un point qu'on n'a pas pu aborder en profondeur. En fait, il y a un critère jurisprudentiel qui est assez critique en la matière, c'est le fait que la protection doit se faire en couches. Donc, l'exemple de Maître Tilgen, c'était le fait qu'il y avait une mention confidentielle sur des documents. C'est une couche en tant que telle, et dans certains cas, elle sera suffisante. Mais dans l'idéal, et surtout pour des raisons probatoires, si vous pouvez ajouter plusieurs couches de sécurité aux documents, ce sera beaucoup plus facile de prouver que les conditions sont remplies. Donc, notamment, le document était marqué comme confidentiel. En sous-couche, on peut imaginer, par exemple, un accès uniquement par mot de passe, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les magistrats vont apprécier pour savoir si vraiment l'entreprise a pensé et a mis en œuvre des mesures qui sont raisonnables. Parce que je pense que la question des couches, comme ça a été relevé, en plus, ça ressort vraiment d'une décision décision jurisprudentielle belge, hein, je pense. C'est ça, je pense effectivement, c'est marqué sur nos slides, hein, donc je pense que les participants en fait ont plus de visibilité que nous sur le sujet. Alors, par rapport aux dispositions raisonnables, effectivement, il y a une décision de la Cour du travail de Bruxelles du 15 juin 2006. Donc, bien antérieure à la directive et à la loi luxembourgeoise, mais qui, pour moi, s'applique de façon totalement analogique en l'espèce. C'est le slide 6, voilà. Donc ça, c'est peut-être un point, je pense, un peu important à signaler. Voilà, la protection en couche. Puis un autre conseil que j'ai entendu, c'est aussi que quand le cas se présente, il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'il y a ces critères d'urgence, donc il faut quand même agir rapidement en tant qu'employeur. C'est-à-dire que oui, on a toujours une tendance, peut-être dans ces cas-là, ce sont ces fuites d'informations, en tout cas lorsqu'une banque ou un employeur est concerné, c'est toujours très embêtant, hein, on ne va pas le nier, et donc notamment si ça s'inscrit ici dans le cadre par exemple d'un litige de droit du travail, on a tendance un petit peu parfois à le garder en se disant on le réutilisera peut-être un jour plus tard parce qu'on n'a pas trop envie aujourd'hui, mais bon, on a voulu mettre en exergue ça. C'est vrai que la loi ne mentionne pas la condition de l'urgence. Maintenant, la loi fait une réflexion, une référence claire aux articles 934, en tout cas en termes procédural du nouveau code de procédure civile, qui sont vraiment les articles du référé sur la procédure. Elle ne parle pas de la condition de l'urgence, mais en référé, et je pense que la doctrine sur le point, elle est quasiment claire, la notion d'urgence, dans la plupart des référés, pas dans tous, il y a quand même des nuances, mais elle est quasiment sous-jacente. Et je pense qu'ici, ça risque sans doute d'être un élément que les plaideurs vont devoir très rapidement soulever lorsque les premières affaires arriveront devant les tribunaux des référés, la question de l'urgence. Parce que ce sera un des éléments de débat. Alors, la jurisprudence, dans quel sens va-t-elle trancher, ça on ne peut pas le dire, mais j'ai quand même tendance à penser que ça risque d'être un élément de débat important, et que donc si on veut vraiment protéger ce secret d'affaires, il ne faudra pas attendre en fait. Tout à fait. Donc oui, donc cette loi de 2019, c'est plutôt une loi civile avec des sanctions aussi civiles,
Puis on en a parlé, il y a aussi des lois avec des sanctions pénales. Par exemple, donc, il y a aussi cet article 309 que vous avez cité sur le slide 2 qui protège aussi finalement le secret d'affaires. Il y a aussi le secret bancaire, le secret professionnel qui est aussi sanctionné pénalement. Donc ça peut peut-être aussi être un moyen de pression, un argument pour la banque de prendre la voie pénale. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ben, en fait, c'est un article qui est étrangement peu connu au Luxembourg ou en tout cas peu visible. Il y a de la jurisprudence sur le sujet et je pense que ça se justifie plutôt par le fait que l'article en question est assez ancien. Ça a été introduit par une loi du 15 juillet 1993 au Luxembourg, ce qui fait que les tribunaux ont, par la force des choses, eu le temps de se pencher sur le sujet. Et on a cité quelques exemples, justement, qui viennent de cette jurisprudence-là pour savoir exactement ce qu'était un secret, en particulier en matière pénale. Mais il y a quand même des divergences assez fortes avec cet article-là. Je pense qu'on ne peut pas le considérer comme un simple pendant pénal de la loi de 2019. Le fait qu'il n'y ait pas de définition du secret dans l'article 309. Donc, vous êtes beaucoup moins encadré pour savoir si vous tombez dans une information qui est protégée ou pas. C'est un débat très, très casuistique, ce qui est un peu logique en matière pénale, mais vous nagez un petit peu sans limite, on va dire. Il y a le fait aussi que les mesures, et ça c'était important, on l'a fort souligné, les mesures de protection de ce secret dans le cadre de la procédure n'existent pas sous l'article 309. Je ne dis pas que le juge ne pourrait pas s'inspirer de ce qui existe déjà pour ordonner un huis clos par exemple, mais en tant que tel, ce n'est pas vraiment inscrit dans l'article 309. Donc il est utile, surtout pour les cas les plus graves et peut-être pour montrer aux institutions bancaires, plutôt que les institutions bancaires montrent qu'elles ont affaire à une affaire grave et qu'elles veulent protéger leurs clients. Ça peut être un moyen de recours utile. Mais il ne faut pas le voir comme une alternative identique à ce qui existe sous la loi de 2019. C'est pour moi plus risqué parce que moins encadré. Et moi, je voudrais ajouter par rapport à ça, et bon, la voie pénale, ok, on n'aime quand même pas nécessairement l'employé, et je pense que ça, c'est vraiment une des nouveautés ici de cette loi, c'est qu'on a une autre loi, on a une voie qui devient non pénale qu'on peut utiliser. Bon. Les avantages de la loi pénale, on les connaît, c'est les pouvoirs du juge d'instruction, c'est finalement la relative simplicité d'introduction d'une procédure, c'est le dépôt d'une plainte, une simple lettre, c'est facile. Cependant, pour des raisons évidentes, je pense que les banques n'ont pas envie d'utiliser cette voie. Pourquoi? Parce que premièrement, on perd le contrôle de toute action, puisqu'une fois que la plainte a été déposée, s'il s'ensuit une saisine du juge d'instruction, eh bien, la banque perd tout à fait la main sur cela. Elle implique aussi des fois des mesures d'instruction qui peuvent être assez incisives au sein de la banque. Une perquisition, c'est vrai que la banque en principe est la victime, mais bon, il peut y avoir une visite des lieux, il y a des gens qui vont être entendus, c'est assez désagréable et on perd pas mal de temps. Et puis la justice pénale a un certain temps qui est parfois plus long et beaucoup moins efficace que le droit civil, et donc là, c'est aussi un problème. Avec la loi ici, on a des actions civiles, on a une action en référé, on a une action au fond. On peut assez rapidement, je dirais, circonscrire le dommage, circonscrire le problème et prendre des mesures qui vont vous permettre d'arrêter l'hémorragie. Parce que c'est souvent ça aussi qu'on a peur à un moment, c'est qu'une fois certaines informations sont parties, où est-ce que cela va s'arrêter? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres informations qui vont sortir? Avec quoi est parti exactement l'employé, ici dans le cas présent, mais avec quoi ça peut être un concurrent aussi, hein, qui obtient par un piratage informatique des informations. Et donc ça, c'est quand même bien. L'autre point, et je pense que Florian l'a également dit, c'est qu'on a la chance avec cette loi d'avoir, qui est issue du droit européen, donc quand même un cadre conceptuel assez clair. On a des définitions. Et c'est vrai que l'article 302 sur le secret d'affaires, on a pu le constater, était quand même relativement vague. Ce qui crée quand même un certain flou, une certaine insécurité juridique, mais pas dans le sens que ça permettrait de poursuivre tout le monde, plutôt dans le sens inverse, parce qu'il y a beaucoup de cas qui vont passer à travers en vertu du principe d'interprétation stricte du droit pénal. Et donc, on était face à un outil qui n'était pas très utile, en fait. Et là, je pense qu'avec cette loi, on a quelque chose d'utile. Si je voulais un petit peu finir par une image, avec le droit pénal, certes, on va avoir un gros marteau, mais au risque d'écraser une mouche. Tandis qu'avec la loi sur le secret d'affaires, on a là maintenant un scalpel et on va pouvoir sans doute de manière plus intelligente réussir à doser et arrêter l'hémorragie. Très bien, mais c'est une belle conclusion. Cette loi sur le secret des affaires de 2019 constitue un scalpel duquel l'employeur et la banque pourra se servir pour protéger ses secrets, pourvu que de prendre les mesures
de confidentialité nécessaires. Je ne sais pas s'il y a des questions en plus. Je n'en vois pas. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, avec À la plaisir. prochaine événement de l'ASGB. Merci À beaucoup. bientôt, au revoir. C'est quand même assez vivant.